suis Hélène du Guézou, je vis dans les monts d'Arrée, les montagnes usées de Bretagne, et je suis raconteuse d'histoires. Ceux-ci se passaient du temps où, sur leur perchoir, pissaient les poules. Il y avait une fois du côté de Bottmeur un vieux roi qui avait 3 filles. L'aînée et la cadette lui plaisaient bien plus que la benjamine, et il ne leur refusait jamais rien. La plus jeune se tenait toujours à la cuisine, avec les domestiques, et s'asseyait sur un escabeau au coin du foyer, le soir, pour écouter leurs chansons et leurs contes. Ainsi, ses 2 sœurs l'avaient-elles surnommée Luduénique, autrement dit Cendrillon, et ne faisaient aucun cas d'elle. Le vieux roi aimait beaucoup la chasse. Un jour, il s'égara dans la grande forêt de Bottmeur. Alors que tombait la nuit, il découvrit, au sommet de Roquebichourel, un vieux château qu'il ne connaissait pas, et frappa à la porte. Alors que s'ouvrait cette lourde porte, il se trouva en présence d'un énorme loup gris. Il recula d'effroi et voulut fuir, mais le loup gris lui dit: Je suis le roi des loups. N'ayez pas peur, sire, entrez dans mon château pour y passer la nuit, car je sais que vous êtes égaré. J'ai à vous parler, et demain on vous remettra sur le bon chemin. Le roi entra, bien que peu rassuré. Rien ne manquait dans ce château. Il soupa avec le roi des loups et son frère le prince, qui s'assirent à sa table comme des humains. Puis on le conduisit à une belle chambre à coucher, où il y avait un excellent lit de duvet. Le lendemain matin, quand il descendit de sa chambre, les 2 loups l'attendaient, et après un copieux petit déjeuner, le roi des loups se tourna vers son invité. Or ça, roi de l'Arrée, parlons maintenant affaires. Je sais que vous avez 3 filles. Il faut qu'une d'elles consente à m'épouser, ou il n'y a que la mort pour vous. Bien plus, mon frère, moi et tous les nôtres, nous mettrons tout votre royaume à feu et à sang. Demandez d'abord à votre fille aînée si elle consent à me prendre pour époux, et venez demain me rapporter sa réponse. Voilà le roi bien embarrassé et bien inquiet. J'en parlerai à ma fille aînée, dit-il. Il n'avait pas le choix. Les 2 loups le remirent alors sur le bon chemin pour s'en retourner en son château de Bottmeur, et le quittèrent en lui recommandant bien de ne pas manquer de revenir le lendemain. Hélas, se disait-il tout en marchant, jamais ma fille aînée ne voudra prendre un loup pour mari. Je suis un homme perdu. En arrivant à son palais, il vit d'abord Luduénique qui l'attendait près de la porte, triste et les yeux rouges d'avoir pleuré, dans la crainte qu'il ne fût arrivé malheur à son père. Dès qu'elle l'aperçut, elle courut à lui pour l'embrasser. Mais le roi l'écarta et se hâta de se rendre auprès de ses aînés. Celle-ci était, comme toujours, occupée à se pomponner. Hélas, mes pauvres enfants, si vous saviez ce qu'il m'est arrivé. Quoi donc? Dites-nous vite, père. Je me suis égaré dans la forêt en chassant. J'ai passé la nuit dans un vieux château à Roquebichourel, où 2 loups m'ont donné l'hospitalité. 2 loups? À Roquebichourel, père, mais vous plaisantez, vous avez rêvé. Et que vous ont dit ces loups? L'un d'eux, le roi des loups, mes pauvres enfants, m'a dit qu'il lui faut une de mes 3 filles pour femme, sinon il n'y a que la mort pour moi. Qui plus est, ils mettront tout le royaume à feu et à sang. Le voulez-vous prendre pour mari, ma fille aînée? Il faut que vous ayez perdu la tête, mon père, pour me faire une pareille demande. Moi? Prendre un loup pour mari, quand il y a tant de beaux princes qui me font la cour?
Mais ma fille, s'il me fait mourir et s'il met tout le royaume à feu et à sang, comme il l'a promis, eh ben, que m'importe. Je ne serai jamais la femme d'un loup. Et le vieux roi se retira là-dessus, triste et soucieux. Le lendemain, il retourna au château de la forêt, ainsi que l'avait exigé le roi des loups. Eh bien, que vous a répondu votre fille aînée? Hélas, elle m'a répondu qu'il faut que j'aie perdu la tête pour lui faire une proposition semblable. Ah, eh bien, retournez chez vous et faites la même demande à votre fille cadette. Et le roi s'en retourna encore, le cœur plein de tristesse et de douleur, et fit la même demande à sa fille cadette. Oh, comment, vieil imbécile, pouvez-vous me faire une pareille demande? C'est 100 fois non. Et elle tourna le dos à son père et reprit la contemplation de son reflet dans un miroir doré. Le lendemain, le roi retourna au château de la forêt, la mort dans l'âme. Que vous a répondu votre fille cadette? Lui demanda le loup gris. Ah, comme son aîné, répondit le malheureux père. Eh bien, demandez à présent la Balin Benjamin si elle consent à me prendre pour mari. Le roi retournait en son château, accablé de douleur et se croyant perdu. Il fit appeler Luduénic, qui était à la cuisine avec les domestiques, et lui dit: Je veux vous marier, mon enfant. Oui, vous marier à un loup. Un loup, mon père? S'écria-t-elle tout effrayée. Oui, mon enfant chéri, car voici ce qui m'est arrivé. Et donc le roi raconta son histoire. Je n'ai donc plus d'espoir qu'en vous, ma fille chérie. Eh bien, mon père, lui répondit Luduénic sans hésiter, dites au loup que je le prendrai pour mari. Soulagé, le roi retourna pour la 3e fois au château de Roquebichourel. Il était désormais qui irait. Eh bien, que vous a répondu votre fille Benjamine? Lui demanda le loup gris. Sans à vous épouser. C'est bien. Mais alors il faut célébrer les noces sans perdre de temps. Les noces furent donc célébrées 8 jours après. Il y eut des milliers d'invités, d'immenses festins et des fêtes sublimes. Le nouveau marié et son frère étaient à table en loup, ce qui étonna tout le monde, et les sœurs de Luduénic riaient et plaisantaient sur une union si étrange. Quand les festins et les fêtes s'achevèrent, le nouveau marié et son frère firent leurs adieux et regagnèrent leur château en emmenant Luduénic. Une nouvelle vie commença pour elle. Elle était heureuse avec son mari, et tout ce qu'elle désirait, elle l'obtenait. Au bout de 2 ou 3 mois, le loup gris lui dit un jour: La noce de votre sœur aînée a lieu demain. Vous vous y rendrez, mais mon frère et moi nous resterons au château. Voici un anneau d'or pour mettre à votre doigt. Quand vous sentirez qu'il vous piquera légèrement, vous reviendrez au château aussitôt, quelle que soit l'heure, et quelque effort que l'on fasse pour vous retenir. Le lendemain, l'Uyuénique se rendit donc à la noce de sa sœur, à bord d'un beau carrosse doré. Tout le monde fut ébloui par sa beauté, la richesse et l'éclat de sa tenue. Voyez donc la femme du loup, disaient ses sœurs avec dépit et jalousie. On l'accablait de questions, si son mari se portait bien, pourquoi il n'était pas venu à la noce, s'il couchait avec elle en loup, et 1000 autres questions indiscrètes. Après le festin, il y eut des danses et des jeux de toutes sortes, et Lydie y prépare aussi s'amusa beaucoup. Vers minuit, elle sentit sa bague qui lui piquait légèrement le doigt. Elle dit aussitôt: Il faut que je m'en aille immédiatement au château, car mon mari m'attend. Déjà? Mais restez donc un moment, lui dirent ses sœurs. Amusez-vous pendant que vous y êtes. Vous aurez toujours assez de la société de votre loup. Et elle resta encore un peu. Mais sa bague la piqua plus fort. Elle se leva brusquement, sortit de la salle de bal, monta dans son carrosse et partit au grand galop. Quand elle arriva au château, elle trouva son mari, étendu sur le dos, au milieu de la cour et près de mourir. Oh, mon mari bien-aimé, que vous est-il donc arrivé? S'écria-t-elle. Hélas, lui répondit le loup, façon un peu drama queen. Vous n'êtes pas revenu à la maison aussitôt que vous avez senti votre bague vous piquer le doigt, et de là vient tout mon mal. Elle se jeta sur lui, le baigna de larmes et de baisers. Le loup se releva alors, soulagé, et rentra avec elle au château.
Environ 2 à 3 mois plus tard, le loup gris dit encore à Luduénic: «Votre seconde sœur se marie demain, et vous irez encore à la noce. Mais prenez bien garde, rentrez cette fois-ci dès que vous sentirez votre bague vous piquer le doigt, autrement vous ne me reverriez plus jamais.» «Oh, répondit-elle, cette fois je reviendrai, à la première piqûre que je sentirai, soyez-en certain.» Et elle monta dans son beau carrosse doré, plus parée et plus belle encore que la première fois, et partit. On ne parlait que d'elle et de son mari à la cour de son père. Pendant toutes les fêtes, il y eut encore de la musique, des danses et des jeux de toutes sortes, et l'on s'amusait beaucoup. Vers minuit, Luduénic sentit sa bague qui la piquait légèrement. Mais elle était si bien entourée, et on lui adressait tant de questions sur son mari, qu'elle s'accorda encore un petit peu de temps, et puis encore un petit peu, et encore un peu, si bien que lorsqu'elle rentra, elle trouva encore son loup étendu sur le dos, les yeux clos, inanimé. Elle se jeta sur lui, le pressa contre son cœur, l'arrosa de ses larmes. «Oh, mon pauvre mari, je n'ai pas su résister, et je m'en repens vivement.» Et elle pleurait à chaudes larmes, et le serrait contre son cœur, mais, hélas, il était froid et roide comme un cadavre. Elle le prit dans ses bras, le porta dans la maison, le déposa sur la pierre du foyer, alluma du bon feu dans l'âtre, puis elle le frictionna tant et si bien qu'il remua un peu, puis entr'ouvrit les paupières et le regarda avec tendresse et désespoir. «Hélas! Vous avez à nouveau ignoré l'avertissement de votre bague. À présent, il me faut vous quitter pour toujours. Je n'avais pourtant plus longtemps à rester sous cette forme de loup. Dès que vous m'auriez donné un enfant, j'aurais recouvré ma forme première, celle d'un beau prince. Maintenant, je dois aller sur la montagne de cristal, par-delà la mer bleue et la mer rouge, et vous ne me reverrez que lorsque vous aurez usé, en me cherchant, une paire de chaussures de fer et une paire de chaussures d'acier.» Il jeta alors sa peau de loup à terre et partit sous la forme d'un prince sublime. Et son frère, également débarrassé de ses oripeaux de loup, le suivit. La pauvre Luduénic, déchirée de douleur, pleurait, gémissait, s'écriait: «Oh, restez, restez, ou emmenez-moi avec vous!» Mais voyant qu'il ne l'écoutait pas, elle courut après en criant: «En quelque lieu que vous alliez, je vous suivrai, fût-ce jusqu'au bout du monde.» «Ne me suivez pas!» lui cria-t-il. Mais elle ne l'écoutait pas, se mit à courir après lui. Il lui jeta une boule d'or pour l'attarder, pendant qu'elle la ramasserait. Luduénic ramassa la boule d'or, elle était cornouaillise, ne l'oublions pas, la mit dans sa poche et continua sa poursuite. Son mari laissa tomber une seconde boule d'or, puis une troisième qu'elle ramassa également, sans cesser de courir. Elle courait plus vite que lui. Il se retourna et lui envoya un coup de poing en pleine figure. Le sang de Luduénic coula en abondance, et 3 gouttes en jaillirent sur la chemise blanche du prince qui poursuivit sa course de plus belle. Hélas, la pauvre Luduénic, qui voyait 36 chandelles, ne pouvait plus le suivre. «Je souhaite que personne ne puisse effacer ces 3 gouttes de sang sur votre chemise jusqu'à ce que j'arrive pour les enlever moi-même.» Le prince continua sa course, et Luduénic, qui s'était assise au bord du chemin, sanglota. «Je ne cesserai de marcher ni de jour ni de nuit, que lorsque je l'aurai retrouvé, dussé-je aller jusqu'au bout du monde.» Alors, elle se fit faire une paire de chaussures de fer et une paire de chaussures d'acier, s'habilla en simple paysanne, et un solide bâton à la main se mit en route. Elle marcha, marcha, nuit et jour, elle alla loin, bien loin, plus loin encore. Partout, elle demandait des nouvelles de la montagne de cristal, située par-delà la mer bleue et la mer rouge, et personne ne pouvait lui en donner. Voilà sa paire de chaussures de fer usées. Elle enfila alors ses chaussures d'acier, et continua son chemin.
Bref, elle marcha tant et tant, allant toujours devant elle, que ses chaussures d'acier presque totalement usées, elle arriva au bord de la mer. Elle vit là, à l'angle de deux rochers, une hutte misérable. Elle s'en approcha, poussa la porte et aperçut à l'intérieur une petite femme, vieille comme la terre, et dont les dents étaient longues et aiguës comme celles d'un râteau de fer. Bonjour, grand-mère, lui dit-elle. Bonjour, mon enfant. Que cherchez-vous par ici? Lui répondit la vieille. Hélas, grand-mère, je cherche mon mari qui m'a quittée pour se retirer sur la montagne de cristal, par-delà la mer Bleue et la mer Rouge. Et vous avez fait beaucoup de chemin et souffert beaucoup pour venir jusqu'ici, mon enfant? Oh oui, mon Dieu, beaucoup de chemin et bien du mal. Peut-être, en pure perte, j'ai déjà usé une paire de chaussures de fer, et les chaussures d'acier que j'ai aux pieds sont aussi presque usées. Pouvez-vous me dire, grand-mère, si je suis encore loin de la montagne de cristal? Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne route, mon enfant, mais il vous faudra encore beaucoup marcher et souffrir avant d'y arriver. Au nom du ciel, venez-moi en aide, grand-mère. Vous m'intéressez, mon enfant. Je veux faire quelque chose pour vous. Je vais appeler mon fils, qui vous fera passer la mer Bleue, la mer Rouge, et vous permettra, en peu de temps, d'arriver au pied de la montagne de cristal. La vieille femme poussa un cri perçant sur le seuil de sa porte, et un instant après, Luduénic vit venir à elle un grand oiseau aux ailes immenses. C'était un aigle, qui se posa, qui se posa au pied de la vieille. Que puis-je pour vous, mère? Faire passer la mer Bleue et la mer Rouge à cet enfant et la déposer au pied de la montagne du cristal. Qu'elle monte sur mon dos. Luduénic s'assit sur le dos de l'aigle, et celui-ci s'éleva avec elle dans les airs, traversa la mer Bleue et la mer Rouge, et déposa la jeune fille au pied de la montagne de cristal. Puis il s'en alla. Mais la montagne était haute, la pente roide et glissante, et la pauvre Luduénic ne savait comment s'y prendre pour arriver jusqu'au faîte. Elle aperçut un renard qui jouait avec des boules d'or semblables à celles que lui avait jetées son mari dans sa fuite précipitée et qu'elle avait encore dans ses poches. Le renard faisait rouler ses boules d'or du haut de la montagne, puis il venait les reprendre en bas. Il aperçut Luduénic et lui demanda ce qu'elle cherchait par là. Luduénic lui conta son histoire. Ah oui, répondit-il, vous êtes bien Luduénic, sans doute la fille Benjamine du roi de l'Arrée. Votre mari doit se marier demain avec la fille du maître du beau château qui est en haut de la montagne de cristal. Mon Dieu, mais que me dites-vous là? S'écria la pauvre fille. Je voudrais bien lui parler, mais comment gravir cette montagne? Prenez-moi la queue avec les deux mains. Tenez bien, je vous ferai monter jusqu'au sommet, répondit le renard. Luduénic prit avec ses deux mains la queue du renard et put monter ainsi jusqu'au sommet de la montagne. Le renard lui montra le château où était son mari et retourna jouer avec ses boules d'or. Comme Luduénic se dirigeait vers le château, elle aperçut des lavandières qui lavaient du linge sur un étang. Une d'elles tenait une chemise, sur laquelle paraissaient 3 taches de sang qu'elle s'échinait en vain à faire disparaître. Voici une chemise fine qui a 3 taches de sang dont je ne réussis vraiment pas à venir à bout. Et pourtant le Seigneur veut la mettre demain pour aller se marier à l'église, car c'est sa chemise préférée. Luduinique entendit ces paroles, et s'étant approchée de la lavandière, elle reconnut, bien sûr, la chemise de son mari. Elle dit, si vous voulez me confier la chemise, je crois que je viendrai à bout de ces taches. La lavandière lui donna la chemise, et Luduinique cracha sur les 3 taches, trempa le linge dans l'eau, frotta, et les 3 taches disparurent comme par enchantement. Pour la remercier de ce service, la lavandière invita Luduinique à venir avec elle au château de cristal. Le lendemain, au moment où le cortège était en marche pour l'église, Luduinique trouva sur son passage
Elle avait déposé près d'elle une belle boule d'or placée sur un linge blanc. La belle fiancée vit la boule d'or en passant, l'admira et témoigna le désir de la posséder. Elle envoya sa femme de chambre pour la lui acheter. Combien voulez-vous me vendre votre belle boule d'or demanda la femme de chambre à Luduénic. Dites à votre maîtresse que je ne donnerai ma boule d'or ni pour de l'argent, ni pour de l'or. Ma maîtresse a pourtant bien envie de la voir, reprit la chambrière. Dites-lui que si elle veut me laisser coucher cette nuit avec son nouvel époux, elle l'aura, mais pour rien d'autre au monde. Mais jamais elle ne voudra consentir à cela. Alors elle n'aura pas ma boule d'or. Allez donc lui rapporter ma réponse. La femme de chambre revint vers sa maîtresse et lui dit: Si vous saviez, maîtresse, ce que demande cette fille pour sa boule d'or. Bah, combien en demande-t-elle donc? Elle ne demande ni de l'argent ni de l'or. Eh ben quoi donc? Il lui faudra, dit-elle, coucher cette nuit avec votre nouvel époux, sinon vous n'aurez pas sa boule d'or. Coucher avec mon mari? La première nuit de mes noces, mais quelle effrontée! Elle est bien décidée à ne pas céder sa boule à moi. Il me la faut pourtant, coûte que coûte. Je ferai boire un narcotique à mon mari avant de se coucher, de façon à le faire dormir profondément toute la nuit. Et il n'y aura pas de mal. Allez dire à cette fille que j'accepte et apportez-moi la boule. La femme de chambre retourna vers Luduénic et lui dit: Donnez-moi votre boule d'or et accompagnez-moi au château de cristal. Ma maîtresse accepte. Voilà la princesse, comblée, en possession de la boule d'or. Pendant le repas du soir, elle versa du narcotique dans le verre de son mari, sans qu'il s'en aperçût. Il fut pris d'un sommeil si irrésistible qu'il fallut le conduire à son lit bien avant le grand bal. Un moment après, Luduénic fut conduite dans sa chambre nuptiale. Elle se jeta sur le prince dans son lit, l'embrassa, en pleurant de joie et en disant: Je vous ai donc enfin retrouvé, ô mon époux bien-aimé. Ah, si vous saviez au prix de combien de peines et de mal. Elle le pressait contre son cœur et arrosait son visage de ses larmes. Mais lui dormait d'un sommeil de plomb, et rien ne pouvait le réveiller. La pauvre femme passa toute la nuit à pleurer et à se désoler, sans pouvoir arracher ni une parole ni un regard à son mari. Au point du jour, la femme de chambre de la princesse vint lui ouvrir la porte et la fait sortir discrètement. Ce jour-là, après dîner, on alla se promener dans le bois qui entourait le château. Luduinique avait encore étendu un linge blanc sur l'herbe et y avait déposé la seconde boule d'or. La princesse remarqua encore la boule d'or en passant et envoya de nouveau sa femme de chambre pour l'acheter. Combien votre boule d'or aujourd'hui demanda-t-elle. Le même prix qu'hier, répondit Luduinique. La femme de chambre apporta la réponse à sa maîtresse. Eh bien, dit celle-ci, dites-lui que j'accepte, qu'elle vous donne sa boule d'or. Pendant le repas du soir, le prince à qui l'on avait encore versé du narcotique dans son verre s'endormit à table et fut porté à son lit, alors que tous dansaient et s'amusaient. Comme la veille, la pauvre Luduénique passa toute la nuit auprès de lui, à pleurer et à gémir, sans pouvoir le réveiller. Cependant, le frère du nouveau marié, qui avait sa chambre à côté, entendit les gémissements de la pauvre femme et ses paroles, qui l'étonnèrent beaucoup. Ah, si tu savais tout le mal que j'ai eu à venir jusqu'ici, je t'ai épousé quand tu étais loup et qu'aucune de mes sœurs ne voulait de toi. Et maintenant tu me reçois dans cette façon, je suis malheureuse. Demain soir, je viendrai encore passer une toute dernière nuit auprès de toi. Si je te trouve toujours endormi et que je ne puisse t'éveiller, nous ne nous verrons plus jamais. Elle sanglota jusqu'au petit jour. Le lendemain matin, le frère dit au nouveau marié: Luduénique est ici, voilà 2 nuits qu'elle passe auprès de toi dans ta chambre à pleurer et à se désoler. Et toi, tu dors comme un rocher, tu ne l'entends pas? Eh bien, parce que ta fiancée te verse du narcotique dans ton verre. Mais moi, je l'ai entendu, et ses larmes et sa douleur m'ont vivement ému. Elle passera encore cette nuit dans ta chambre, mais pour la toute dernière fois. Garde-toi donc bien de boire ce soir le vin que te versera ta nouvelle épouse. Car si tu dors encore,
tu ne reverras plus jamais Luduinique. Après le repas, on alla encore ce jour-là se promener dans le bois, et Luduinique était encore là avec sa troisième et dernière boule d'or, placée sur un linge blanc. Bref, elle la céda à la princesse aux mêmes conditions que les deux premières. Mais cette fois, pendant le repas du soir, le prince ne but pas le narcotique qu'il jeta discrètement sous la table. Puis il feignit de plonger dans un irrésistible sommeil et fut à nouveau porté dans sa chambre et couché dans son lit. Mais il ne dormait pas lorsque Luduinique fut introduite auprès de lui pour la troisième fois. Ils s'embrassèrent avec transport, en pleurant de joie et de bonheur. Luduinique raconta à son mari les différents épisodes de son voyage et toute la peine et tout le mal qu'elle avait éprouvé dans sa quête. Le lendemain matin, il fit donner de beaux vêtements à Luduinique, et elle s'habilla en princesse et même en reine, ce qu'elle était en effet. Au dîner, le prince la fit asseoir à table à côté de lui, et il la présenta à la société de la montagne de cristal comme une de ses proches parentes. Personne ne la connaissait, et tous les regards étaient fixés sur elle. Les yeux de la princesse de cristal n'étaient pas sans inquiétude. Vers la fin du repas, on chanta, selon l'habitude, des chansons très anciennes. On raconta de beaux et rares exploits, quelques plaisanteries assez lestes même, et chacun contribua de son mieux à divertir et égayer la société. Et vous, mon gendre, ne chanterez-vous pas quelque chose aussi, à moins que vous ne préfériez nous conter quelque belle histoire, dit le beau-père et maître du château, ravi de constater que son gendre ne s'était pas endormi, contrairement au soir précédent. Je n'ai pas grand-chose à dire, beau-père, répondit le prince. Il y a pourtant une chose qui m'embarrasse, et sur laquelle je voudrais avoir votre avis, et celui des hommes sages et expérimentés qui sont ici. Voici. J'ai un charmant petit coffret, avec une clé d'or dessus. Je perdis mon coffret, et j'en fis faire un nouveau. Mais, aussitôt que je fus en possession du nouveau coffret, je retrouvai l'ancien, de sorte que j'en ai deux aujourd'hui. Un seul me suffit. Lequel des deux dois-je garder, beau-père? L'ancien ou le nouveau? Respect et honneur toujours à ce qui est ancien, répondit le vieillard. Gardez votre vieux coffret, mon gendre. C'est aussi mon avis, le sortilège est brisé. Gardez donc votre fille. Quant à moi, je retourne dans mon pays avec ma première femme que voici et que j'aime tendrement. Et il se leva de table au milieu du silence et de l'étonnement général, prit Luduinique par la main et quitta la montagne de cristal avec son frère. Les deux loups du vieux château de Roquebichourel étaient donc des princes, fils d'un roi très puissant. Ils avaient été transformés en loups en punition de je ne sais quelle faute par quelque puissante sorcière froissée. Ce serait l'objet d'un autre conte si on avait le temps. Bref, le mari de Luduinique, de retour en son château, ceignit la couronne du trône de son père, de sorte que Luduinique devint reine. Elle et son époux régnèrent avec bonté et sagesse sur leurs deux royaumes réunis, car, soulagé de revoir sa fille, le père de Luduinique lui offrit sa couronne et partit en retraite au bord du lac Saint-Michel, qui n'existait pas encore. Il taquina gentiment la truite et le saumon jusqu'à la fin des temps. Ailleurs, les deux sœurs de Luduinique ayant chacune fait un très très mauvais mariage, leur petite sœur oublia leur tort à son égard, les appela auprès d'elle, leur rendit leur liberté et répudia leur vilain mari. Quant à Luduinique et son amoureux, ils vécurent heureux, et le reste leur appartient.